Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Un nouveau préavis de grève de 23 jours déposé par le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre, ce qui va faire plus de 23 jours de grève en plus de ce qui s'est déjà passé. La grève des enseignants se poursuit. Que faut-il faire aujourd'hui? C'est la question principale qui va être posée au cours de ce grand dialogue et nous avons deux invités, Dr Mohamed Haïdara, professeur à l'université de Bamako, et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Mohamed Haïdara, la grève des enseignants se poursuit. Aujourd'hui, le gouvernement malien qui a déclaré qu'il n'a pas les moyens de satisfaire les revendications des enseignants et les enseignants qui disent qu'ils ne vont pas baisser les bras. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci, M. Touré. Alors, donc, nous sommes dans une impasse. Parce que une grève, c'est le droit de tous syndicats, parce que nous sommes devant des associations ou ce qu'on appelle des groupements d'intérêt, des groupes d'intérêt. Certains les appellent des groupes de pression, mais je préfère le terme de groupe d'intérêt, parce que alors, dans une société démocratique où le pluralisme est de mise, alors donc vous avez plusieurs associations et plusieurs groupes qui défendent chacun donc ses intérêts. Maintenant, lorsque on est dans le processus de négociation, notamment avec la partie gouvernementale, je pense qu'à un certain moment, dans toute négociation, chacun cède une partie de ses revendications pour satisfaire l'autre partie. Mais si les deux parties ne parviennent pas à être tombées d'accord, donc nous sommes dans une impasse. Donc, chose qui est très très négative à l'éducation malienne. Vous, Koumba Yarissi, que pensez-vous de cette grève? Je vous avais dit que pour détruire un pays, il faut s'en prendre à son éducation. Quand l'école est détruite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons parce que c'est difficile de comprendre cette radicalisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette radicalisation? Moi, je m'interroge. Je m'interroge d'autant plus qu'eux-mêmes avaient dit qu'il y avait eu des avancées. Mais les culbutes, de jour au lendemain, on change d'avis. Sans penser aux intérêts des enfants, sans penser aux intérêts du Mali, sans se dire que nous sommes quand même dans un monde mondialisé, nous sommes dans l'intégration sous-régionale, dans l'intégration régionale, et que tout ça, les actes que nous posons aujourd'hui, ne pardonnent pas, et que c'est à terme que les résultats se feront sentir. Et peut-être qu'eux-mêmes, avant d'aller à la retraite, verront ce que la radicalisation... Donc vous pensez que c'est plus que des revendications, c'est de la radicalisation? Ils se sont radicalisés. Et l'État, je ne sais pas si l'État a fait suffisamment d'efforts non plus. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'État a fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que l'État n'a pas joué à un moment la carte du pourrissement? Je m'interroge aussi. Parce que depuis la rentrée, cette grève couvait. Est-ce que ce n'était pas possible quand même de s'intéresser de très près à la situation dès la rentrée? D'accord. Est-ce que vous pensez également que les enseignants sont aujourd'hui radicalisés? Oui, quand on parle de radicalisation, ça veut dire qu'il y a une absence de consensus entre les deux parties. C'est-à-dire que les enseignants, le groupe des enseignants continue à revendiquer et l'État continue à ne pas satisfaire à ces revendications. Mais le problème principal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on revendique? Ça, il faut analyser. Parce que le syndicalisme, c'est devenu comme à la mode maintenant. On entend en longueur de journée, tel syndicat va en grève, tel autre en grève, etc. etc. C'est pour cela que j'ai dit une fois, lors d'une de mes passages ici, qu'il faut une formation. Au niveau alors donc, des membres du gouvernement,
aussi bien à leur niveau qu'au niveau des syndicalistes. Parce qu'on ne peut pas revendiquer tout et encore dire qu'on veut, avoir satisfaction à toutes ces revendications tout de suite, parce que nous savons qu'un budget, je ne peux pas parler à la place de l'État, un budget c'est une prévision. Alors donc lorsqu'il y a des grèves pendant une année bien déterminée, alors donc il y a forcément des changements au niveau budgétaire. Alors donc je pense qu'il va, dans de tels cas, il va falloir analyser la nature de la revendication de ces syndicats. Est-ce que ce sont des revendications qui relèvent de leur ressort? Parce que j'ai entendu que, par exemple, parmi les revendications, il y a les frais de documentation. Bon, je pense que ça, c'est quelque chose qui relève de l'enseignement supérieur. Donc, il va falloir faire l'analyse, la part des choses. Est-ce que ce qu'on revendique, ça, c'est notre droit? Ça, c'est un. Mais avant d'exiger notre droit, faisons notre devoir. Parce que droit et devoir se pèsent. Et il y a des modes maintenant au Mali, tout le monde connaît son droit, mais personne n'exécute ses devoirs. Alors donc je pense qu'il va falloir peser et voir dans quelle mesure on peut satisfaire à certaines des revendications. Et maintenant, si on peut satisfaire à d'autres dans un certain temps, c'est-à-dire qu'on leur accorde un temps, alors donc l'État leur dit on peut satisfaire à ça pour que l'école sorte de cette impasse. Parce que si l'école est dans l'impasse, c'est toute la société. Je vous ai toujours dit que l'école n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe dans la société de manière globale. Or, lorsqu'une société est malade, forcément, ça se réfléchit sur l'école. C'est pour cela que notre école également est malade. Et qu'il y a des revendications tous azimuts au niveau de tous les corps de l'enseignement, c'est-à-dire depuis l'enseignement de base jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir et trouver quand même des solutions. Vous proposez une formation pour les syndicalistes et les syndicalistes. Pour les syndicalistes, ce sera dans le syndicalisme. Mais pour les représentants du gouvernement, la formation sera dans les négociations. C'est-à-dire que même si on ne peut pas satisfaire à des revendications, qu'on les dise d'une manière et que, par exemple, on dise là, on peut prendre le budget national et dire voilà, votre part, c'est que ce que vous revendiquez, c'est impossible pour l'État de satisfaire à ces revendications. Il ne faut pas faire la langue de bois. C'est parler franchement et de manière argumentée pour que ces gens-là puissent comprendre. Parce que les gens que vous avez devant vous sont des intellectuels. Ils comprennent. Ils ne sont pas là pour détruire leur pays. Parce que lorsqu'on détruit l'école, on détruit la société. Ils ne sont pas là pour détruire leur société. Ils sont sensibles, je pense, à la limite du gouvernement. Certains s'interrogent aujourd'hui sur l'année blanche. Est-ce qu'on va vers une année blanche? Mais est-ce qu'il est même important de revenir sur l'année scolaire vu le temps qu'on a perdu? Avant de répondre à votre question, je ne suis pas dans la langue de bois comme le font nos sociologues tropicalisés et tout. Mais moi, je me dis qu'avant de former ceux qui sont les personnes d'en face, qui représentent l'État, il faudrait que ceux-ci prêchent par l'exemplarité. Ça, c'est important, l'exemplarité. Parce que quand vous prenez ceux qui sont censés mettre en œuvre les différentes politiques, les décideurs donc, c'est un sujet à caution. Et donc, si on veut chercher la petite bête, on va jusqu'à voir ce qui se passe au plus près de leur comportement. Ceci dit, vous parlez d'années... Avant d'aller à cette question, vous parlez d'exemplarité. Est-ce que, ça c'est au niveau des autorités, est-ce que les syndicalistes eux-mêmes sont exemplaires? Est-ce une lutte réellement syndicale ou la défense d'intérêts personnels? C'est ce que je vous ai dit. Ceci induit cela. Quand ceux qui doivent défendre l'intérêt général, donc ceux qui sont commis à ce sujet, les décideurs donc, eux, ils ont l'obligation d'être exemplaires.
parce qu'ils doivent défendre l'intérêt général, l'intérêt des syndicalistes, l'intérêt de la société, l'intérêt de tout le monde. En face d'eux, si vous êtes exemplaire, il a souligné, par exemple, qu'on doit mettre sur la table le budget de l'éducation. Ben, le budget de l'éducation, il est connu de tout le monde. Parce que le budget se discute à l'Assemblée nationale. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, on sait très bien quelle loi de finances en telle année a été votée, etc. etc. Donc, jouer la carte de la transparence, moi je ne crois pas que ce soit tant au niveau du budget voté, mais au niveau des comportements, au niveau de la mise en œuvre de différentes politiques éducatives. Est-ce que l'argent va là où il doit aller? Déjà. Bon, en ce qui concerne l'année blanche, nous avons plusieurs écoles au Mali. Ça, tout le monde doit le savoir. Il y a l'école publique, que nous tous, nous avons fréquenté. Il y a l'école à laquelle l'État a sous-traité l'éducation, qui est l'école privée. Tenez-vous bien, sur 3 lycées, un seul appartient à l'État. Sur 4 écoles fondamentales, une seule appartient à l'État. Donc, les enjeux sont beaucoup plus importants que la fois où il y a eu année blanche. Parce que à ces écoles, il faut accoler également les médersas. Mais en dehors de tous ces types d'écoles, il y a une autre école dont personne ne parle. Les écoles communautaires. Les écoles communautaires, un village, une école, ça date de la démocratisation, entre guillemets, de notre pays. C'est parti de bonne foi. Mais plus de 20 ans après, on en est toujours là. Des enseignants qu'on a recrutés, qu'on ne forme pas, qui perçoivent 25 000 francs CFA dévalués, parce que depuis 1994, 25 000 francs, c'est de 12 500 CFA. Donc 25 000 francs dévalués, et qui perçoivent une seule fois par an ces 25 000. Tenez-vous bien. Et dans toutes les revendications, moi, ce que je ne comprends pas du tout, venant des syndicats, aucun syndicat n'est porteur de la situation de leurs collègues des écoles communautaires, parce que si on parle, s'ils veulent vraiment que l'école, le système éducatif se porte bien, dans tous ses compartiments, il doit se porter bien. Mais finalement, moi je doute, je le dis et je l'assume, je doute de la bonne foi des syndicats. Est-ce votre cas aussi, Chaïda? Bien, merci, mais on n'est pas là pour jeter l'anathème sur qui que ce soit. Je dis dans le syndicalisme, tout se discute. Maintenant, analysons à tête reposée qu'est-ce qui est de notre droit de revendiquer, qu'est-ce qui relève de nos droits, qu'est-ce qui ne relève pas de nos droits, qu'est-ce que l'État peut faire, qu'est-ce que l'État ne peut pas faire. Madame, vous avez dit que le budget est connu de tout le monde. D'accord. Mais nous avons des écoles. Si vous prenez le budget, on dit 33% du budget national à peu près consacré à l'éducation, à tous ordres confondus. Hein? Alors, donc, vous comprenez que déjà, les revendications ne peuvent pas se faire en dehors de ça. Vous parlez du style de vie de certains, j'ai très bien compris. L'exemplarité, il s'agit de ça, le train de vie des hommes politiques. Je n'ai pas parlé d'hommes politiques là. J'ai dit non, c'est moi qui le dis. Les premiers décideurs sont les hommes politiques. Je ne sais pas. Alors donc les termes, on ne joue pas avec les termes. Non. C'est les hommes politiques. Alors donc comprenez, ça c'est quelque chose qui pose problème, réellement. Donc les décideurs, comme vous le voulez, ça pose problème.
Mais maintenant, au niveau du syndicalisme, il ne faut pas qu'on sorte du cadre. C'est pour ça que j'ai dit une formation s'impose du cadre de nos revendications qui sont légitimes pour alors nous projeter dans le style de vie des autres. Ça, c'est un. C'est légitime, hein, parce que qui est le premier garant de la gestion de l'État, ce sont les décideurs. Maintenant, si vous ne gérez pas bien, pourquoi nous devrons gérer bien? La logique est simple à tirer. C'est très normal. Mais par rapport à la question que se posent beaucoup de Maliens aujourd'hui, si on va vers une année blanche, la question que je vais poser parallèlement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut éviter une année blanche? Je pense que oui. S'ils arrêtent à ce moment, on peut... Mais même s'ils arrêtent, le temps perdu, est-ce que les programmes vont pouvoir être... Si, on a l'habitude de prolonger l'année jusqu'à 1 mois, 2 mois pour récupérer. Ça, c'est possible. Mais maintenant, avec les 23 jours, s'ils ajoutent 23 jours, là, je ne suis pas sûr que l'année peut être sauvée. Mais les gens parlent d'année blanche. Je ne sais pas, est-ce que ils ont évalué toutes les conséquences d'une année blanche. Pas qu'en termes économiques et financiers, hein, mais regardez, en termes même de la formation de nos enfants, l'impact psychologique sur eux. Regardez, vous avez tout de suite parlé du fait qu'on ne termine jamais, c'est-à-dire les gens, on prolonge de manière infinie l'université. Une université, la formation en licence qui est faite en 3 ans, se prolonge indéfiniment parce que toujours on colmate les brèches des années. Alors maintenant, si on revient avec cette même année blanche, ça va avoir une répercussion au niveau du supérieur également. Parce que l'éducation, c'est une chaîne qui est là. Alors donc je pense que aussi bien les syndicats que le gouvernement doivent peser toute la responsabilité d'une année blanche qui n'est pas souhaitable. C'est énormément de gâchis pour l'État, mais également pour la société civile et pour nos enfants. Bien, donc réfléchissez, ne tombez pas dans ces termes, parce que le terme est facile à prononcer, année blanche. Et il y a un moment d'ailleurs, les étudiants disaient, nous voulons savoir la couleur de notre année. Si ça doit être une année blanche, noire ou bien rouge, etc. C'est là parce qu'ils ont toutes ces terminologies. Mais l'année blanche n'est pas une bonne chose à l'heure actuelle où le Mali, dans la situation dans laquelle le Mali se trouve. Je pense qu'il va falloir trouver une solution entre les deux protagonistes. D'accord. Au-delà des deux parties, les enseignants et le gouvernement, est-ce que les autres acteurs, je parle de l'Assemblée nationale, des parents d'élèves, jouent réellement leur rôle, et même les acteurs religieux? Les acteurs religieux, les leaders religieux plutôt. Il y a des médecins, les médecins appartiennent à des religieux. Donc eux aussi sont impliqués. Oui, mais est-ce que les leaders religieux, l'Assemblée nationale, les parents d'élèves... L'Assemblée nationale, je ne sais pas. L'Assemblée nationale, ce que l'Assemblée nationale nous a montré est pathétique. Parce que l'année dernière, si vous vous en souvenez, il y a eu cette histoire de collège Horizon. Des problèmes de Turquie qui viennent nous déteindre sur nous jusqu'à Bamako. Ça a été une levée de bouclier terrible. Tout le monde s'en est emparé à l'Assemblée nationale. On a appelé le ministre de l'Éducation. On en a parlé sur toutes les radios, partout. On ne parlait que de ça. Alors que ça ne concernait que quelques-uns de nos enfants. Aujourd'hui, il y a combien d'écoles qui sont fermées? Année blanche, bon, on ne parle pas de couleur de l'année, mais l'année est blanche, c'est la formule consacrée. L'année est blanche pour la plupart de nos enfants et de nos petits-enfants depuis plusieurs années, au nord, au centre et un tout petit peu vers Ségou. Déjà, ce sont des Maliens. Oui. Ce sont des Maliens, ils ont droit à l'éducation. J'aime bien la formule qu'il a prononcée, parce que Chateaubriand disait que c'est pas le droit qui donne naissance à, je paraphrase, hein, au devoir, mais c'est le devoir qui crée le droit. Le droit, bien sûr. C'est le devoir qui crée le droit. Donc, parler d'année blanche, on n'aura aucun problème à en parler. Parce que si le problème ne se posait pas les autres années, on n'en a pas parlé. La situation, elle est très, très grave.
elle est tendue. Il faudrait le reconnaître. Et même si, comme d'habitude, il y a un ministre qui l'a d'ailleurs dit, je ne citerai pas son nom, il dit que les années, elles sont colmatées, on en fait tout. On fait de la véritable gymnastique avec les années scolaires. Et il est temps, moi je pense qu'il est temps que l'UNESCO se saisisse du cas du Mali. Parce que nous sommes membres de l'UNESCO et l'UNESCO, s'il est là pour que le monde entier sorte de l'obscurantisme, de l'obscurité. Les effets de l'obscurantisme aujourd'hui, nous le vivons dans notre tréfonds. L'UNESCO doit interpeller nos autorités, nos enseignants. Vous parlez des parents d'élèves. Moi, je suis à l'aise quand je parle de cette question parce que je suis parent d'élèves. Et depuis quelques années, tout le monde tape sur les parents d'élèves. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? À l'institutionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le PRODEC. Monsieur sociologue le sait. Vous savez très bien. Moi, je ne comprends pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand un régime s'installe, il nous propose des politiques dans tous les domaines, y compris celui de l'éducation. Mais le même PRODEC est là depuis le début du mouvement démocratique. C'est quand même extraordinaire parce qu'on a eu des gens qui se disent socialistes, il y en a qui sont libéraux, etc. etc. Mais tous ont les mêmes politiques, c'est la même loi qui régit notre éducation. Ça déjà, c'est difficile à avaler. Mais au-delà de tout ça, les parents d'élèves, qu'est-ce qui leur est arrivé? Les associations des parents d'élèves depuis la Première République qui se sont constituées en fédération, donc, construisaient même des écoles. L'Assemblée nationale, de la même manière que l'Assemblée nationale représente les populations, de cette façon, les associations ou la fédération des parents d'élèves représentent les parents. Ils sont là. Nous sommes à Bamako, ce n'est pas visible. Mais dans les petites contrées, dans les villes moyennes, engagement se fait sentir. Ils sont capables de faire face aux problèmes en rien de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a créé les comités de gestion scolaire qui s'occupent d'argent. Les petites coopératives qu'on demande, les petits montants qu'on demande aux élèves. Bon, quand il y a 1000 élèves, 2000 élèves, 1200, c'est quand même assez appréciable. Bon, je ne sais pas. Et donc, il y a ça, il y a d'autres petits trucs. Les comités de gestion donc, ont été installés dans nos établissements pour faire comprendre à l'Occident que nous sommes à l'heure de la démocratie et que nous sommes capables de nous organiser et de créer des instances qui puissent, faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, quand il y a des problèmes, vous n'avez jamais interrogé, vous n'avez jamais fait appel à un membre de quelques comités de gestion scolaire parce qu'ils sont invisibles. De cette façon, donc, les parents d'élèves, les associations ont été mises hors des établissements parce qu'elles n'avaient plus leur raison d'être. Elles n'avaient plus d'interlocuteurs. Les interlocuteurs des directeurs sont devenus des conseillers, des membres du conseil de gestion scolaire. Et de cette façon, l'école privée, qui est aujourd'hui la quintessence de l'école malienne, refuse même qu'il y ait des associations. J'en connais, je ne vais pas en citer. Certains promoteurs, comme on les appelle ici, ailleurs on dira fondateurs d'école, certains refusent l'existence d'associations de parents d'élèves. Dans ce cas-là, M. Touré, de quelle façon les parents vont s'impliquer dans la vie des établissements? Parce que c'est ce qu'on demande aux parents. De quelle façon? Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale et les parents d'élèves ont assumé leurs responsabilités dans cette crise scolaire?
Non, malheureusement non. Vous avez parlé des parents d'élèves, vous avez parlé des hommes religieux, vous avez parlé des hommes politiques, etc. Mais sauf que je disais que l'école n'est autre chose que le reflet de la société. Or, nous avons une société qui est polarisée. Quelques secteurs que vous prenez, vous allez trouver qu'il y a une division. Les gens sont devenus... Alors donc... comment on appelle, ils sont divisés. Mais n'est-ce pas normal ces divergences de point de vue? Oui, mais regardez, quand vous prenez, pour que ces acteurs-là de la société civile puissent intervenir et faire quelque chose de positif, alors il faut qu'ils soient unis, qu'ils parlent le même langage. Mais si vous prenez le secteur de la religion, ce n'est pas le cas. Vous-même, vous savez ce qui se passe. Alors, donc, vous prenez les parents d'élèves, ce qu'elle vient de dire, c'est que nous avons plusieurs types d'écoles. Alors, donc, et le risque majeur que la société malienne court, c'est que c'est la reproduction sociale des élites qui va se passer. Alors, autrement dit, les responsables d'aujourd'hui vont avoir leurs enfants qui vont devenir des responsables. Et c'est une situation qui risque de se perpétuer tant que cette situation au niveau des écoles n'est pas réglée. On a l'impression que les gens ne vont pas... Donc pensez-vous que cette situation est provoquée par les autorités? Quelque part, je me pose la question. Parce que, qu'est-ce que j'ai analysé au niveau des universités? C'est que la plupart du temps, les enfants des décideurs ne sont pas dans ces universités publiques. Bien que ces universités regorgent des meilleurs professeurs, c'est qu'ils sont formés ailleurs. Dans quel but? Dans le but de revenir prendre des postes de responsabilité. C'est ce qu'on appelle en termes sociologiques la reproduction sociale. C'est lorsqu'il n'y a pas de changement, et c'est un changement dans la continuité, c'est que je suis né dans une famille de nantis, alors donc mon fils doit être nanti, etc., etc. Donc les pauvres qui sont les plus nombreux vont continuer à être pauvres. Parce qu'on sait que la formation joue le rôle d'ascenseur social. Et lorsque elle est cassée, alors donc cet ascenseur est en panne. Et c'est ce qui se passe ici au Mali. Les gens ne voient pas l'enjeu. C'est pour ça que je dis que l'enjeu d'une année blanche, alors donc c'est quelque chose qui est très très négatif pour notre société. Mais l'Assemblée nationale, elle défend les intérêts de qui aujourd'hui? Je me pose la question. Pourquoi il y a tant de crises? La crise perdure et qu'ils ne se sont pas saisis du dossier. Alors donc, c'est pas normal. C'est quand même, ça relève de leur ressort de convoquer les gens, de jouer si il y a la peine d'ailleurs, le médiateur. Hein, c'est de faire le médiateur. Et au besoin, alors donc, d'inviter des personnes et ressources qui peuvent être des médiatrices, alors donc au sein, entre les deux camps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coloration politique, qui ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, mais dont le souci est quand même de ramener les deux à un consensus. Alors ça ne se passe pas ici, parce qu'au Mali, nous avons une société qui est divisée et qui est polarisée, qui est malade, malheureusement. Bon, on disait que c'était en convalescence, mais maintenant, nous voyons que c'est une société de la convalescence, c'est en train de retomber encore dans la maladie, malheureusement. Alors aujourd'hui, que faut-il faire, Koumbaya ici? Moi, je ne sais pas. J'avoue ne rien pouvoir proposer parce que j'ai l'impression que ça nous a échappé. J'ai l'impression que ça nous a échappé parce que quand vous prenez l'école privée, elle ne fonctionne plus, cette école. Elle ne fonctionne plus parce que l'AEM s'est juré de les fermer, de la fermer plutôt, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, c'est-à-dire tant que ses adhérents ne vont pas tous à l'école. Moi, je pense qu'on aurait dû laisser... Évidemment, on n'est pas dans la même logique. Moi, je suis retraité, et ils sont à la fleur de l'âge. On voit le monde de façon diamétralement opposée. Moi, je me dis que, nonobstant ce que M. Haïdara dit, ne pensez surtout pas... Moi, j'ai un peu d'expérience
j'ai traîné ma bosse un peu partout, j'ai enseigné ailleurs qu'au Mali. Et je sais que le Mali est l'un des rares pays où ceux qui ont profité de nos ressources, ceux qui ont flirté avec les différents régimes, leurs enfants ne sont pas parmi les premiers. Hein. Ce ne sont pas parmi les premiers. Parce que moi, j'ai vu à Philadelphie, par exemple, des enfants à papa, des fils à papa, des filles à papa, qui n'ont pas pu faire d'études. Hein. Ils sont entretenus, pour la plupart. Mais quand vous prenez les boursiers de l'excellence, ils sortent de la plèbe. Hein. Nous, les gueux, les pauvres et consorts, ne nous désespérons pas, de nos enfants et de notre école. Donc, quoi proposer? Moi, je me dis que la cause est entendue. Ce n'est pas pour dire vous le dites, les pauvres sont les plus nombreux, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces pauvres, ces personnes dites pauvres, sont même conscientes de cette situation, de mais ceux qui se disent riches, ceux qu'on dit riches, il y a quelques années, on les appelait les nouveaux riches. Et en 1968, on était tous au même niveau. Hein. Moi, mon oncle était infirmier, j'ai une amie dont le père était instituteur, etc. etc. Et c'est à partir du coup d'État de 68 que l'argent a remplacé toutes les valeurs. C'est pourquoi moi j'en veux un tout petit peu quand même à nos grands sociologues, nos ethnologues, nos grands historiens qui ne nous produisent pas comment notre société a pu muter, comment on en est arrivé là. Parce que la vraie question, elle est celle-là. Au lieu de dire les pauvres sont nombreux partout. Les gilets jaunes en France. Mais est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils jouent leur rôle? Mais tu ne peux pas être engagé quand on te plonge dans l'obscurantisme, dans l'ignorance. On détruit l'école, tu deviens ignorant à jamais. Quand tu es pauvre, tu cherches ta pitance. Tu vas t'engager à quoi? Juste à manger. C'est la survie. C'est ça la vraie question. C'est pas parce que les gens sont devenus subitement inconscients. Non. C'est parce que les gens subissent trop de pression. Et pour illustrer ça, on ne peut pas dénoncer la corruption au Mali. On vous dira, Et finalement, le sociologue sait comment les bourreaux sont devenus des victimes. Ils doivent analyser ça. Parce qu'ils ont été formés, eux, au moins, avec l'argent public. Moi, je n'en ai pas la qualité, je l'aurais fait. Hein. Moi, je l'aurais fait. Donc c'est ça le vrai débat. C'est pas tant qu'on est pauvre ou riche. Les universitaires, les sociologues, les chercheurs. Merci madame, j'ai très bien compris. On joue ce rôle, on produit. Dans notre université, pratiquement chaque année on produit. Et je vous invite de passer chez nous pour lire nos productions. Que ce soit les articles scientifiques ou bien des ouvrages, on produit. Mais quel est le résultat de ces productions? C'est que les Maliens lisent peu. C'est ça le problème. Mais n'est-ce pas de vos rôles également de chercher une autre façon pour que ces Maliens s'intéressent à vos productions? Ah non, là, ça c'est votre rôle. C'est la presse qui doit faire ça. Parce que, regardez, il y a très peu d'émissions autour de la lecture ici au Mali. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point. Même si j'admire quelque part ces analyses sur nous. C'est que sur vous, sur nous tous. Sur nous tous, la société malienne. Non, on est arrivé ici, les causes sont connues. Et on avait déjà prévenu sur ces choses. Mais le problème, c'est que la sphère décisionnelle du Mali elle-même est malade. La base. De quoi? Mais de tous les mots qu'elle vient de citer, de corruption, de gabégie, que nous venons de citer, de corruption, de gabégie, de toutes sortes de mots. Et la reproduction sociale que j'ai souligné tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord, mais je tiens là-dessus parce que la science prend la majorité des cas. Vous avez parlé des cas isolés, des personnes excellentes, pas seulement, qui viennent de la plèbe. D'accord. Ça, c'est quelques cas isolés.
Mais quelqu'un qui, imaginez, et c'est la majeure partie du cas, si vous faites une enquête au niveau de la société malienne, ici à Bamako, vous n'avez nullement pas besoin de mener de grandes enquêtes sociologiques à l'échelle nationale, mais plongez-vous dans des quartiers démunis. Prenez l'impact de la pauvreté sur la formation au niveau de l'école, vous allez voir qu'il y a un lien intime entre le niveau de vie et les échecs scolaires. Ça, c'est un constat qui est fréquent, qui a été mené, qui a été constaté par des scientifiques de grande renommée. Et lorsque un parent n'a pas, parce que vous avez dit, l'école, c'est devenu maintenant une question d'argent. Hein. Nous savons tous que nous avons été formés dans l'école publique. Nos parents n'ont pas déboursé autant d'argent que nous déboursons aujourd'hui à nos enfants. Un seul enfant, c'est que nous déboursons à un seul enfant, nous tous, alors donc nos parents ne déboursaient pas ça. Alors maintenant, un parent qui n'a pas les moyens d'acheter le matériel didactique, d'acheter ceci, cela pour son enfant, comment voulez-vous que cet enfant soit parmi les excellents au niveau de l'école? Il y a des cas isolés seulement. Et là, on ne peut pas fonder une règle de constatation scientifique sur ces cas isolés. La grande majorité, c'est que on assiste à une reproduction sociale des élites. Et que faut-il faire aujourd'hui? Que faut-il faire? Il faut aménager la sphère de l'éducation. Il faut aménager la sphère de l'éducation, notamment de l'éducation publique. Parce que déjà, le privé, on sait, les parents ont les moyens, ils peuvent se permettre de payer et même envoyer les enfants à l'extérieur, etc., etc. Mais le commun des mortels du Mali, qui n'a pas ces moyens, comment faut-il faire alors pour que ces enfants puissent avoir un niveau acceptable? Ça, c'est un problème. Deuxième problème, que faut-il faire pour que le formateur même soit formé, soit un formateur à hauteur de souhait? Parce que vous voyez que l'école est devenue un fourre-tout. On envoie tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a pas qui ne parvient pas à décrocher un boulot, on l'envoie et l'enseigne. Ce n'est pas comme ça. C'est un métier où on forme. Alors, mais il n'arrive dans la tête de personne d'envoyer quelqu'un à l'hôpital parce qu'il n'a pas trouvé de boulot. Mais on le fait à l'école. Et vous voulez avoir... On le fait dans d'autres sociétés. Non, mais on ne va jamais envoyer quelqu'un dans la rue, dire prenez le bistouri de chirurgien et opérer quelqu'un. Non. Parce qu'on considère que c'est un métier. Mais dans l'éducation ici au Mali, on a de la peine à considérer l'enseignement comme étant un métier. On dit, mais tu n'as pas trouvé de boulot, et même l'enseignement. Regardez, même l'enseignement. Alors, donc, comment voulez-vous avoir des enseignants de qualité qui produisent des produits de qualité? Parce que nos produits, là, ce n'est pas de l'argent, ce sont des humains. Et lorsque nous ne parvenons pas à les produire, c'est un enseignant qui est venu comme ça, il ne parvient pas à produire un produit de qualité, ça se répercute parce que c'est une chaîne qui est là. Alors, donc je pense que l'école malienne est dans une impasse totale. Il va falloir réfléchir là-dessus et trouver des solutions. Les revendications syndicales, généralement, je les entends, toutes ces revendications se font autour de l'argent. Mais très peu de revendications autour de la formation des formateurs, ça c'est un. Autour du niveau des élèves, ça c'est un problème réel. Parce que nous sommes interpellés. Nous avons au niveau de l'université des gens qui sont incapables de prononcer alors donc une phrase correctement en français. Et je les taquine souvent, mes étudiants. Ils disent non, c'est parce qu'on parle en français. Je dis que même en Bamanankan, votre langue nationale, vous commettez des erreurs, des fautes. Parce que lorsqu'on maîtrise le canon de la grammaire dans une langue étrangère, alors donc il est très facile d'analyser sa propre langue à partir de ces canons. Donc le problème, ce n'est pas la langue, c'est un problème de niveau. D'accord. Koumba Yarissi, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'association des élèves et étudiants maliennes est utile? Est-ce que l'AEM est aujourd'hui utile à l'éducation? Avant de répondre à ça, je souhaiterais lui dire quand même que le Mali donne à ses promoteurs, dans le secondaire, dans le secondaire, des milliards pour former des jeunes Maliens. Ce ne sont pas toujours les parents qui payent.
Donc, quand vous dites que la mobilité sociale est en cause, je vous entends. J'entends cette question, mais pas de la façon dont elle est posée. Parce que combien de lycées n'acceptent pas les boursiers, comme on les appelle, les demi-boursiers? Il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est des dizaines de milliards. Une année, on nous a parlé de 34 milliards comment dire, sauf si, là aussi, il y a eu surfacturation. Donc, payer 34 milliards pour former des enfants, ce ne sont pas les enfants des riches. Hein. Ce ne sont pas toujours les enfants des riches. Je voulais apporter cette précision. Et les écoles fondamentales, la plupart d'entre elles ne coûtent pas grand-chose. C'est 7 500, 10 000 francs. Et je voudrais ajouter que le Mali seul ne finance pas le système éducatif. Parce que la Banque africaine de développement, il y a quelques années, a fait une étude sur l'argent des migrants. Il est ressorti que le deuxième poste de dépense, c'est l'éducation. Ils viennent en appoint, en heures supplémentaires à la maison, des cours de rattrapage. Ils aident les familles à former les enfants, à payer les sacs, à payer ci, à payer ça. Donc, il y a aussi tous ces aspects dont on doit tenir compte. Donc les sociologues doivent descendre à la base et voir ce qui se passe dans nos maisons. Nous, en région de Caille, on n'aurait même pas survécu à la dictature militaire s'il n'y avait pas eu nos migrants, donc moi y compris. Voilà. Les études là-dessus. Voilà. Donc l'AEM, vous savez, depuis le forum sur l'éducation, des recommandations ont été faites dans ce sens, des recommandations fortes qui ont demandé tout simplement la dissolution de l'AEM. L'AEM, ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir dans le système éducatif. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, monsieur sociologue? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quand moi j'étais au lycée, quand nous étions après ailleurs, ce sont les meilleurs, au lycée en tout cas, ce sont les meilleurs qui étaient secrétaires généraux. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que dans l'espace scolaire, à coups de bâton, de matraque, de pistolet, on se hisse à la tête de toute une faculté? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous l'a jamais dit. Donc, le puzzle là, ceux qui détiennent les pièces manquantes, c'est eux qui ont la solution de notre école. D'accord. Quel appel lancez-vous aux acteurs, notamment les enseignants en grève et le gouvernement qui doit trouver une solution? Je suis qui pour leur lancer un appel? Je suis qui, moi? D'accord. Je suis qu'une pauvre retraitée. Mais ce que je veux dire, excusez-moi, c'est que on est en train de jouer avec le feu. Au moment où notre pays est en guerre, au moment où des millions d'enfants ne vont pas à l'école, si la portion dans laquelle on peut espérer former au moins les enfants, si on s'y refuse, le tribunal de l'histoire est impitoyable. D'accord. Quel appel? Merci, M. Touré. Oui, mais l'appel, c'est que j'invite les acteurs, que ce soit les acteurs gouvernementaux, les acteurs syndicaux, les parents d'élèves, et toute la société malienne à se mettre d'accord autour quand même du nécessaire. Le nécessaire, c'est l'école. L'école n'est pas un luxe. Vous avez dit, déjà, les parents payent. 7 500, ce n'est rien pour nous, mais si vous prenez le seuil de pauvreté au Mali, c'est 100 et quelques mille par an. Hein. Alors, donc 7 500 pour le Malien moyen, c'est beaucoup. Surtout que nous avons des familles dans lesquelles vous avez beaucoup d'enfants. Alors donc, mettons-nous d'accord autour du nécessaire. Et le nécessaire, c'est de sauver l'école. Sauver l'école, et espérons qu'on y parviendra. C'est ce qui met fin à ce débat. Merci à nos invités, Dr Mohamed Aïdara, professeur à l'Université de Bamako, et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. À la mise en onde de ce débat, Mamadi Keïta, régie vidéo assurée par Salim Diouara. Je suis Mouhamadou Touré. Le thème était grève des enseignants. Que faut-il faire? Et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.